Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, salut Audrey. Salut Quentin. On se trouve à la forêt gourmande. Peux-tu te présenter et présenter la forêt gourmande s'il te plaît? Yes. Donc moi je m'appelle Audrey, voilà, je suis ici j'œuvre à la forêt gourmande et donc on est dans un joli jardin qui fait 2,5 hectares en Bourgogne où du coup on a plus de 1000 espèces alimentaires qui ont été plantées. Ça fait 13 ans maintenant voilà, que le jardin a commencé à être mis en place. C'était une jolie prairie il y a 13 ans avec des chevaux, donc vraiment l'herbe toute rase. Et voilà, c'est sympathique, on a des très grands arbres. Et du coup, la forêt gourmande, c'est une asso aujourd'hui, voilà, depuis quelques années qui s'est constituée et qui fédère pas mal de monde. Et on essaye de partager le plus possible les différents écosystèmes comestibles possibles, voilà, selon tous les climats, toutes les surfaces. Voilà, donc on fait plein de petites choses en ce sens-là. Petit passage dans la forêt, on voit déjà un petit peu la luxuriance et les différents étages de végétation. On a un petit châtaignier juste au-dessus de moi, là. Enfin petit, il a déjà quand même bien poussé, je sais pas ce que t'en penses. On a un petit cornouiller qui est juste là-bas et puis on a aussi d'autres plantes qui sont là. Je vois d'ailleurs une jolie petite vigne qui grimpe dans les arbres, des petites primes vertes, des hostas, voilà, tout plein de petites plantes sympathiques qui sont comestibles évidemment. C'est un petit peu l'idée ici forcément. Et avec peut-être cette notion d'AFI dont on peut un peu discuter. Là par exemple on a un joli bouleau dans lequel on a une petite liane qui grimpe et qui est là pour servir de support à la liane et qui va aussi du coup apporter de la biomasse et plein de choses au système. Donc, au départ il était beaucoup plus grand, il faisait aussi de l'ombre, ça permettait de recréer un peu cette ambiance forestière et cette dynamique vers la forêt. Donc la fameuse succession écologique qui fait que n'importe où en France où on laisse un jardin évoluer, ça va devenir une forêt et tant qu'à faire, autant que ça devienne une forêt comestible, sur laquelle on puisse manger plein de choses. Donc voilà, c'est cet arbre pionnier, donc il y en a plein d'autres ici dans le jardin, hein, beaucoup d'aulnes, de chênes, de saules, qui vont permettre de recréer un petit peu cette 3D nourricière, cette 3D qui à terme va être nourricière. Donc voilà, différentes étapes dans le temps en fonction de l'évolution et des différentes zones du jardin. Et donc là on a un petit peu raccourci pour faire un peu plus d'entrée de lumière du coup dans le jardin. On n'est pas sous les tropiques donc on peut pas non plus cultiver à fond à l'ombre des grands arbres. Et voilà, il nous sert donc de support pour les lianes et en fait même au niveau bien sûr du sol et des champignons, des mycorhizes, il va permettre beaucoup d'associations entre les plantes qui sont autour. Et voilà, à chaque fois qu'on va aussi le tailler, ça va faire des racines qui vont pourrir, se décomposer dans le sol et renourrir indirectement donc tous les autres arbres qui sont autour. Et c'est ce qui nous permet d'avoir aussi des végétaux qui poussent super bien à côté. Qu'est-ce que veut dire AFI? Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, mais du coup j'ai pas forcément détaillé. AFI, c'est donc les arbres qui sont là pour nous aider dans la régénération de la forêt, et c'est AFI donc pour architectural, fertilisant et ingénieur. Voilà, des arbres qui sont là pour nous aider un petit peu dans tout ça, dans la gestion de la forêt. Ouais, je peux vous présenter quelques arbres. Là ici, on peut pas la rater, elle est méga canon. Une petite hémérocale, donc c'est une variété horticole, celle-ci qui est un peu plus rouge. Donc tout est consommable sur l'hémérocale, autant les bourgeons floraux que la fleur, même le fût qui ressemble un petit peu presque à des poireaux, les racines, enfin voilà, on peut tout consommer sur cette plante, c'est incroyable et très pédagogique aussi pour les enfants. En général dans les visites, à la fin il ne nous reste pas une seule fleur d'hémérocale dans le jardin. Donc voilà, à faire gaffe aussi, confusion possible avec la lys, mais rien
Voilà, c'est tout. On a une petite viorne aussi là, juste à ta gauche, avec tous les petits fruits en train de se former. Une petite viorne au biais, donc les oiseaux à l'automne, c'est trop cool d'avoir aussi de la nourriture pour les oiseaux à cette période de l'année où des fois il peut ne plus y avoir grand chose aussi. Très mellifères aussi évidemment. Il y a certaines viornes, notamment les viornes trilobées, qui sont aussi d'excellentes plantes comestibles pour nous aussi. Et puis il y a certaines espèces et variétés qui sont intéressantes dans les viornes aussi, carrément. Et puis alors là, au-dessus, on a un super arbre qui s'appelle l'angélique en arbre. C'est une plante qui nous vient de Chine. Qui est assez recherchée aujourd'hui même pour les apiculteurs parce qu'elle est en floraison en plein été. Alors quand on passe en dessous, ça bourdonne de ouf, on s'entend presque plus parler. Et donc du coup on mange les jeunes pousses de la plante, les jeunes pousses cuites. Et puis elle fait un peu comme le bambou, des petits turions qui sortent de terre, et donc on en voit un petit peu au pied là qui sortent, et donc c'est ce qu'on va consommer aussi. Sur la plante. Elle est un peu épineuse, donc Même ça pense un peu au poivrier. ouais, au niveau de ouais, enfin c'est un peu le même feuillage comme ça, un peu épineux, ouais. Mais bon, poivrier plus grand pic, ouais, c'est sont énormes. Ouais. Donc ouais, super plante, c'est Aralia elata, son petit nom, à diffuser largement. Et alors là, en autre essence qui vont rester à terme dans le jardin, on a donc un petit pommier, il est déjà beau, un joli pommier ici. On a des hélianthis qui poussent aussi là dans un espace qui est un peu plus ouvert avec un peu plus de soleil, donc c'est un cousin du topinambour. On consomme les tubercules qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus charnus et faciles à éplucher. C'est intéressant. On a des petits argousiers là aussi. Donc des plants femelles et puis des petits plants mâles qui sont derrière aussi. Donc ça va nous faire des quantités énormes de petits fruits rouges à la fin de l'été, de petits fruits oranges pardon, à la fin de l'été. Une plante super intéressante au niveau médicinal aussi. Et puis comme tout à l'heure, voilà, on a aussi plein d'arbres qu'on taille un peu plus bas aussi et qui sont là pour nous aider à la fertilité du système. Donc voilà, pas mal de saules, de chênes, d'aulnes, comme on parlait tout à l'heure. Et il y a aussi tout un cortège de plantes spontanées qui est arrivé dans le jardin, et on en est bien heureux. Donc des berces, on a vu pas mal de lierre terrestre tout à l'heure. Des super légumes sauvages quoi, pour lesquels on n'a absolument rien à faire et ça pousse tout seul. Donc voilà. Et là on a aussi un petit ragoumier. Petit cerisier nain de Chine. On a des petits fruits là, mais qui sont... Ah, c'est Snovit, la variété fruits blancs? Ouais, c'est ça. Avec des petits fruits blancs. Il y a aussi White Ninja. On pourra goûter. Ouais, tu connais sûrement aussi. Et puis voilà, des figuiers, d'autres pommiers. Et puis après, des petites plantes aussi en sous-étage, bien sûr, dans cette logique de culture sur plusieurs strates. Voilà. Et par rapport à la densité, on voit souvent les pommiers par exemple, ou même les figuiers ici vraiment plantés en isolé. Et là, la densité de la forêt gourmande ici permet comme une telle productivité. Est-ce qu'il n'y a jamais de concurrence Est-ce que de concurrence que ça faisait de la lumière, Ouais, ça peut être au niveau de la lumière. Effectivement, ce qui peut se passer, c'est que les arbres vont monter un peu plus en hauteur et aller plus chercher la lumière vers le haut. Et au niveau de la concurrence sur l'eau, ça va surtout être, il y a certains saules, certains aulnes qu'on va tailler. Là, par exemple, tu vois, on l'a taillé il y a 1 ou 2 semaines et ça permet aussi de redistribuer l'eau. Mais en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'au contraire, plus un système va être dense aussi, et plus il va y avoir d'évapotranspiration, et finalement un sol qui est riche, qui est unifère, qui est hyper connecté. Et donc en fait, au contraire, l'eau se répartit vachement mieux dans le système. Donc non, là l'idée, nous, c'est d'avoir un sol qui est vivant avec justement une densité
une super densité pour garder tout ce beau monde au frais. Et en fait, ici l'été, on n'a aucun problème d'eau, quoi. Ça peut être tout sec et grillé autour. Et ici, c'est vrai que ça reste hyper vert parce que le sol est couvert, mais couvert en plus avec des végétaux ligneux qui permettent de recréer tout ça, ouais. Il y a aussi une strate dont on ne parle pas souvent, qui est la strate des plantes aquatiques comestibles. Ouais, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, alors qu'en France, il existe plus de 100 espèces aquatiques qui sont alimentaires et qui sont en plus hyper intéressantes, qui peuvent être hyper productives aussi. C'est des plantes, voilà, qu'on va plutôt consommer cuites en général, parce qu'il peut y avoir des petites parasitoses et compagnie pas top. Mais là, on voit hyper bien la macette, hein, notamment. Là-bas, qui est aussi une plante en termes de production de nourriture, de résilience alimentaire, c'est une tuerie, quoi. Donc, et puis en plus, c'est une plante qui peut, comme la plupart des plantes aquatiques d'ailleurs, qui ont des rhizomes qui sont assez gros et qui sont tout à fait capables de supporter des épisodes de sécheresse en plein été. En fait, elles vont chercher après leur réserve dans les racines. Et puis donc, à faire gaffe après aussi, c'est en l'occurrence la macette, c'est aussi une plante qui est phytoépuratrice, donc qui a hyper canon, qui arrive à casser certaines molécules, certains pesticides hyper complexes et tout, mais qui va quand même en accumuler dans ses parties aériennes et autres. Donc on fait attention aussi où est-ce qu'on prélève les plantes aquatiques. Mais voilà, sur un petit espace chez soi, on peut recréer vraiment énormément de diversité. Bon, ici en Bresse, on a la chance d'avoir un sol qui est assez argileux, qui retient bien l'eau, donc voilà, des petits orages et c'est tout de suite bien rempli, bien vert. Et puis c'est rempli de batraciens en tout genre. Il y a des salamandres, il y a des tritons, plein de petites bêtes sympas, et qui permettent aussi à tout l'écosystème de trouver un certain équilibre qui est vraiment intéressant. Tu vois, il y a une dizaine d'années, là, les limaces, les gastéropodes de manière générale, c'était hyper compliqué. La gestion, quand tu pars d'une prairie, ça peut être vraiment un peu problématique, quoi. Et typiquement, une mare, ça va permettre aussi de recréer ces équilibres qui sont un peu décalés quand tu parles d'une prairie, ouais. On part souvent d'une prairie pour créer un jardin-forêt. Comment fait-on pour créer un jardin-forêt à partir d'une friche ou d'une forêt? En fait, chaque terrain de départ va avoir un petit peu ses avantages et ses inconvénients. C'est vrai que si on part déjà d'une friche ou d'une forêt, on peut avoir un sol qui est déjà un peu plus adapté aux arbres, un peu plus frais, un peu plus mycorhizé justement. Et je pense par exemple aux friches. On va souvent avoir des espèces pionnières qui vont être installées, comme des aubépines, des prunelliers, des ronces. Toutes ces plantes qui sont vraiment aussi clés dans la régénération vers la forêt. Et ça peut être par exemple des super porte-greffes. Alors ça peut être d'apprendre à greffer, ou alors de se rapprocher des anciens du coin qui savent faire. Et en fait ça peut permettre d'avoir déjà des systèmes racinaires en place qui sont hyper adaptés, hyper costauds aussi, et de venir mettre sur certaines, en fonction de ses objectifs, de ce qu'on veut faire aussi, d'incorporer des variétés de pommes, de poires, de prunes, de mirabelles qu'on adore dans le jardin. Donc voilà, et donc ça permet en fait, l'avantage peut-être par rapport à une prairie, c'est que tu as déjà plusieurs étages de végétation, donc des zones déjà un peu ombragées aussi, donc tu vas pouvoir cultiver d'autres choses. Et bon voilà, dans une forêt, la principale difficulté va être un petit peu ces jeux de lumière. Alors il y a plein de végétaux qu'il est possible de cultiver un peu plus à l'ombre aussi, mais c'est vrai qu'il va falloir peut-être couper quelques arbres. Alors en plus il y a plein d'arbres qui sont un peu malades aujourd'hui, donc voilà, ça peut être un peu d'anticiper certains dépérissements, et d'implanter dans ces lisières forestières, créer des essences comestibles. Et puis d'en profiter pour se construire une petite maison ou faire de la culture de champignons. Enfin voilà, on peut imaginer plein d'autres choses à partir de cette ressource en bois, se chauffer, enfin voilà.
Et est-ce qu'on peut faire un jardin-forêt dans n'importe quel climat? Comme en montagne ou en Méditerranée? Ouais, bien sûr. On va évidemment adapter la palette végétale et puis on peut avoir différentes techniques de départ. Par exemple, au bord de la Méditerranée, il peut y avoir un petit problème de manque d'eau ou de trop de soleil. Donc voilà, en faisant un petit peu gaffe à ce qu'on implante comme végétaux. Mais ouais, carrément. En fait, on peut faire un jardin-forêt à partir de... On fait des jardins-forêts sur des balcons, enfin même sur des espaces qui sont déjà très petits. Du moment qu'on arrive à recréer de la densité, de la diversité, on arrive à recréer des espaces qui sont complexes et riches et hyper productifs. Hyper gourmands, c'est quand même l'idée. Peux-tu nous présenter quelques plantes insolites? Ouais, là je peux en profiter pour vous présenter celui-ci qui est juste hyper canon, c'est le cédrel de Chine, le Thuna sinensis. Et c'est vrai que c'est l'occasion de parler un petit peu des feuillages comestibles parce qu'on a tendance à parler beaucoup des fruits, des noix, mais en fait il y a aussi plein de plantes dont on va consommer les fleurs, la sève, les tubercules, enfin il y a une diversité au niveau de l'alimentation qui est assez énorme et on oublie souvent le feuillage alors que c'est vrai qu'il y a les 8 acides aminés essentiels à l'être humain aussi qui composent les feuillages des végétaux. Et donc c'est vrai que c'est vraiment une ressource alimentaire hyper canon. Et alors en plus, l'arbre salade a vraiment un goût, un arôme vraiment inégalable qui est hyper intéressant. Et donc il nous vient de Chine. Ça peut être le moment de parler un peu des espèces invasives. Parce que c'est vrai qu'on a aussi cette peur alors qui est fondée, je sais pas, mais en tout cas on a un petit peu cette peur de l'invasion de certaines espèces végétales. Nous à la Forêt Gourmande, c'est vrai qu'on aime plutôt les espèces invasives comestibles parce que du coup elles sont hyper prolifiques, c'est des espèces en fait qui sont hyper adaptées. Il faut juste un petit peu peut-être changer notre regard par rapport à ces plantes-là. Mais le bambou, on plante des bambous comestibles et du coup, tant mieux qu'ils soient traçants et qu'ils se développent. Ça nous fait des quantités de bouffe énormes au printemps, au moment de se développer. Et puis sinon, au pire, ça fera de la biomasse, des tuteurs, enfin voilà. Donc plein d'exemples comme ça aussi, et donc c'est vrai qu'il y a plus de 7000 espèces alimentaires en climat tempéré. Et donc du coup, c'est vrai que ici, on va aussi aller chercher des essences qui sont intéressantes, qui sont pertinentes, qui viennent aussi d'autres écosystèmes, parfois d'autres continents, mais qui sont installés en France dans des jardins botaniques, chez des particuliers déjà depuis des années, des siècles, et qui se développent bien et qui n'ont pas du tout cette capacité à pouvoir forcément recoloniser des espaces. Après, on parle des espèces invasives, mais c'est en général dans des milieux qui sont hyper dégradés par l'être humain aussi. Elles ne deviennent pas invasives comme ça non plus. On pense à la renouée du Japon. Enfin voilà, plein d'exemples. On pourrait en parler pendant des heures de plantes qui en plus sont excellentes en termes de comestibilité. Et hyper top pour les abeilles aussi. Enfin voilà, pour tout un tas d'animaux autour aussi, mais dans certains milieux qui sont problématiques parce qu'il y a des pollutions dans le sol aussi et que ces plantes-là sont capables de les dégrader aussi. Donc voilà, je renvoie à ce cher Gérard Dussert qui en parle très très bien. Donc ouais, 7000 espèces alimentaires en climat tempéré. Donc en fait, il y a moyen de s'éclater sur la gamme végétale. On connaît tous les pommes, poires, cerises, j'adore et tout, c'est cool, mais d'élargir aussi un petit peu notre alimentation, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un Français moyen, c'est à peu près 50 espèces à l'année. Donc une fois qu'on a compté les patates, la tomate, la courgette, le blé, le houblon, je sais pas, en fait on arrive à 50 à tout casser, et en fait c'est vraiment hyper pauvre, et c'est ce qui explique aussi plein de dérèglements de la santé humaine et de plein de choses aussi dans notre société. Donc il faut qu'on réapprenne à consommer certains aliments, à réincorporer du sauvage aussi dans nos assiettes, même si c'est
voilà, effectivement, on va pas se nourrir avec des fleurs, mais en fait, dans les fleurs, il y a plein de micropigments, il y a plein de choses qui, en petite quantité, sont hyper bonnes pour l'être humain, et ça va peut-être pas être une base alimentaire, mais ça va permettre d'avoir une alimentation qui est complète et qui est top à notre développement, quoi. Alors ici on est dans une zone du jardin qui a évolué vraiment très différemment d'au-dessus. C'est une zone en fait dans laquelle on a rien fait pendant plusieurs années, donc on voit un petit peu, il y a surtout des ronces, des chênes qui se sont développées, des petites plantes un peu sauvages par-ci par-là, mais sinon c'est quasi exclusivement des ronces et des chênes. Le sol est un petit peu différent dans cette zone-là aussi du jardin, donc on ne s'est pas concentré dessus tout de suite dès le départ. Et là cet hiver par exemple on a commencé à retravailler cette zone-là en créant des passages à l'intérieur des ronciers, en sculptant un petit peu les ronces pour créer des cheminements et créer des sortes de petites alcôves dans lesquelles on vient faire les plantations au milieu de ces petits trous de serrure un petit peu. Aussi parce que voilà, le jardin n'est pas du tout clôturé, donc il y a des passages de chevreuils, de sangliers. Il y a plein de monde qui vient visiter le jardin aussi à la forêt gourmande. Et donc du coup ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait dans ces petites loges de ronces, le chevreuil notamment passe son chemin et donc on n'a pas du tout de prédation sur les végétaux. Et là par exemple on a un petit mûrier en arbre qui est ici, qui est même déjà en fruit. Et ouais, on voit qu'effectivement il pousse tranquillement. En plus c'est incroyable la structure du sol qui s'est recréée en dessous en laissant juste la nature faire les choses. Enfin voilà, le système se régénérer. Quand on marche, ça rebondit presque tellement les ronces ont retravaillé un petit peu le sol, et du coup la pousse est excellente derrière aussi. Donc voilà, on a différentes espèces qu'on a pu intégrer comme ça. Et puis après, de toute façon, une fois que ces plantes-là vont aussi se développer, là on entretient 2 fois par an, on vient un petit peu dégager la plante. Et en fait, une fois qu'elle se sera développée, de toute façon, les ronces iront voir ailleurs aussi, parce qu'elles ont besoin de plus de soleil. Donc voilà, on recrée cette évolution vers la forêt, mais du coup, pas tant qu'à faire, en implantant des petites choses qui se mangent, quoi. Yes, un petit exemple de l'abondance fruitière qu'on peut avoir en jardin forêt. Là, c'est un petit gumi du Japon qui est pas si vieux, quoi. Il a 3-4 ans et en fait, il est déjà blindé de fruits pour le coup. Il n'y a pas une branche sans fruits, quoi. Et du coup, c'est un super arbuste qui est en plus fixateur d'azote, en plein soleil, sol pauvre, sans eau. La totale, il se débrouille super bien. Et du coup, qui fait des fruits hyper tôt dans la saison. Donc voilà, quand on dit qu'en jardin forêt, on va rien manger avant 10 ans, c'est faux. En fait, on peut, voilà, avec les herbacées, les arbustes, et même certains arbres greffés qui vont du coup produire plus vite aussi, on peut déjà très rapidement avoir des productions de nourriture qui sont énormes. Voilà. Ouais, ici on est dans une zone un peu différente du jardin, on l'appelle la zone un peu d'agroforêt, donc un espace qui est beaucoup plus refermé, avec plus de jeux d'ombrage aussi, et un peu moins de travail au niveau de la strate herbacée, qui est finalement celle qui demande le plus de temps et puis d'investissement financier aussi. Et donc ici par exemple on a planté plein de pacaniers, donc qui produisent les noix de pécan. Finalement assez rapprochés, ça va être des arbres un peu de l'allure des noyers qui vont se développer vraiment beaucoup, voilà, ils vont faire plus de 20 mètres de haut sans souci. On pourrait les planter de façon beaucoup plus espacée pour qu'ils prennent toute leur ampleur et qu'ils se développent bien, mais en fait ici on a fait le choix aussi de les planter plus rapprochés. Ça va être du coup un peu plus ombragé et puis ils vont grandir côte-côte et il n'y aura pas de problème pour la pollinisation non plus. Et voilà, on va pouvoir récolter des quantités de noix de pécan de ouf. Et puis vous voyez à côté peut-être il y a un joli châtaignier là-bas aussi qui s'est hyper bien développé en seulement 10-12 ans de pousse, qui fait déjà des châtaignes depuis une paire d'années. Donc voilà, ici déjà on a implanté les pacaniers plutôt dans un second temps déjà,
quand le sol était un peu plus forestier, un peu plus frais. Voilà, il y a une ambiance déjà un peu forestière différente. Faut-il réapprendre à cuisiner et à diversifier son alimentation avec sa saveur qu'on ne connaît pas toujours? Ah bah ouais, carrément. On en parlait tout à l'heure d'une alimentation qui est hyper pauvre et c'est bien dommage. Après, effectivement, alors on peut déjà réapprendre à juste manger peut-être différemment, incorporer un peu plus de cru, de lactofermentation, de choses qui sont intéressantes dans les plats. Voilà, des petites plantes sauvages et tout. Et après, ça peut être intéressant d'aller chercher aussi d'autres fruits, d'autres légumes, d'autres flores aussi. Là, par exemple, l'aziminier qui est juste incroyable, qui fait donc ces fruits qui ressemblent à des mangues qu'on devrait planter absolument partout, tellement c'est trop bon. Mais donc voilà, un fruit c'est encore assez facile finalement à avoir chez soi, à manger et tout. Faire des transfos derrière, des glaces, des sorbets, des confitures, enfin tout ce qu'on veut, des fruits séchés, c'est hyper intéressant aussi en termes de conservation nutritive et tout des aliments. Et puis effectivement d'autres produits à peut-être réapprendre à incorporer dans les plats, d'autres manières de les cuisiner. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire aussi ici, de promouvoir voilà une autre alimentation, et puis du coup avec d'autres plantes dont soit on n'a plus l'habitude parce que c'était consommé par les anciens pendant une paire d'années, soit voilà qui viennent aussi d'autres régions. Donc ouais, on essaye aussi de promouvoir les plantes, mais aussi de comment derrière les cuisiner. Outre l'aspect comestible, est-ce que la création d'un jardin-forêt peut nous aider à nous reconnecter à la nature et à la terre? Bah ouais, carrément, on y croit beaucoup à la forêt gourmande. C'est vrai que de recréer des petits espaces comme ça, déjà de fraîcheur aussi. On sait aujourd'hui parce qu'on aime bien les preuves scientifiques, on sait aujourd'hui qu'aussi se balader en forêt, ça détend, ça relaxe et tout. Et c'est l'occasion d'aller dans le jardin, avec un sécateur ou juste d'aller tailler une branche ou deux qui est dans le passage, d'aller cueillir des fruits en même temps, d'aller désherber un petit truc, enfin voilà, d'aller observer, bichonner les petites plantes qui sont là et en profiter pour grappiller plein de petites choses au passage. Ça permet aussi de s'ancrer peut-être un peu plus dans le vivant, dans juste prendre le fait de prendre le temps de regarder l'intelligence de la nature et comment ça évolue finalement très bien aussi sans intervention humaine. Alors effectivement, nous on va favoriser telle essence par rapport à telle essence végétale pour son caractère comestible, médicinal, pour les abeilles, enfin voilà. Mais en fait, c'est à peu près la seule intervention qu'on a dans le jardin, voilà, de juste privilégier telle plante par rapport à une autre, et un petit peu comme ce que faisaient d'ailleurs beaucoup les Amérindiens. On se dit mais c'est pas possible qu'il y ait autant d'espèces alimentaires sur autant concentrées et tout. Bah ouais, mais en fait c'est parce que il y a eu cette sélection qui a été faite à l'époque où justement tu plantais, tu semais directement des essences qui t'intéressaient, qui étaient alimentaires ou médicinales ou comme on disait. Et tu bichonnes un peu celui-là, du coup c'est celui-là qui va se développer et qui va derrière te permettre de te nourrir toute l'année de ton jardin, quoi. Pourquoi le design du jardin-forêt est-il important? Alors ça va dépendre complètement de ce qu'on veut faire de cet espace. Si on souhaite créer un jardin-forêt, si c'est juste pour les oiseaux, pour recréer de la biodiversité, si ça va être production commerciale parce qu'on peut partager certains fruits de ouf, ou si ça va être pour se nourrir, enfin voilà, en fonction de ce qu'on veut faire, effectivement on va pas réfléchir à l'agencement du jardin de la même manière. Ici, si je peux vous donner peut-être l'exemple d'ici, Fabrice, quand il a commencé à planter ce jardin il y a 13 ans, il y avait, en fait, le design s'est fait un petit peu tout seul. Tu vois, les cheminements, par exemple, ont pas du tout été
Enfin, en fait, c'est en allant arroser au pied des arbres et autres que les cheminements se sont créés, parce que c'était la manière peut-être la plus efficace, la plus intuitive et organique de se déplacer dans le jardin. Donc en fait, aujourd'hui, on continue d'emprunter ces sentiers-là, finalement, qui permettaient d'aller d'un arbre à un autre. Et après, peut-être juste quand on réfléchit à l'implantation du jardin forêt, peut-être juste le truc le plus important, c'est de réfléchir à la canopée, donc les grands arbres, pas les mettre, peut-être qu'on peut avoir tendance à les mettre un peu trop rapprochés si on a un petit espace. Du coup, on va se limiter un peu après la palette végétale de ce qu'on peut planter et cultiver à côté. Donc voilà, juste réfléchir un peu aux distances entre les grands arbres et après aux besoins en lumière et puis et en sol. Enfin voilà, après tu peux effectivement partir un peu plus dans le détail, mais au pire, enfin il y a pas vraiment d'erreur quoi. Tu le déplaces, ça devient un AFI, tu plantes un autre plus loin. Enfin voilà, l'idée c'est d'expérimenter, c'est de planter, c'est d'apprendre, d'observer et voilà. Peux-tu présenter la pépinière? Ouais, donc on a à la Forêt Gourmande, on a voilà une petite pépinière ici où on essaye de partager les plants un peu rares, difficiles à trouver en jardin forêt. C'est un travail de chinage un petit peu à droite à gauche au niveau des graines, des boutures et compagnie. On essaye vraiment de mettre un peu en avant donc les plants obtenus à partir de semis, parce que c'est vrai que ça fait des arbres qui sont très résilients aussi, avec un système racinaire qui est vraiment top quoi. Donc là par exemple on a des jolis petits aziminiers avec des pots qui sont à la hauteur de leurs racines. Pareil pour les petits pacaniers qui sont ici. Et puis on va bien sûr les placer aussi en fonction de leurs besoins en lumière. Bon là il y a des nuages aujourd'hui, on voit pas trop, mais tu vois on est bien à l'ombre du saule qui est là au-dessus et qui permet de limiter aussi après les arrosages, besoin en eau des plantes. Donc voilà, le boulot ici de prendre soin un petit peu des plants qu'on pense pertinents à multiplier en jardin forêt. Ouais. On vient de faire le tour de la forêt gourmande. Merci beaucoup à Audrey pour la présentation. Donc oui, j'étais venu il y a 2 ans ici me former à la forêt gourmande, qui m'a aussi permis de planter aussi un maximum d'arbres chez moi. Donc là, je vous conseille aussi de venir en formation à la forêt gourmande. Et il y a aussi 2 livres qui ont été écrits. Donc un sur le jardin forêt et l'autre donc comment le cuisiner et récolter son jardin forêt. Donc on mettra le lien vers le site de la forêt gourmande en bas de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à écrire un commentaire. Et on se dit à bientôt les permapotes.